Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigika Foba. Le grand dialogue. Des milliers de Maliens ont marché vendredi passé pour dénoncer l'insécurité au centre et au nord du pays ainsi que la mauvaise gouvernance. Nous allons en parler aujourd'hui. Qu'est-ce que cette manifestation va changer dans la gouvernance au Mali? Issa Kaoudim du Haut Conseil islamique, Issa Diarra de Asma CFP, Dr Ali Tunkara, sociologue, professeur à l'université de Bamako sont nos invités. Et je suis Mohamedou Touré. Bonsoir à tout le monde et bienvenue. Le grand dialogue. Issa Kaoudim, vendredi, le Haut Conseil islamique a organisé une marche à Bamako. Quel était l'objectif réel de cette manifestation? Merci Sidio Tabani. Je rectifie, ce n'est pas le Haut Conseil islamique du Mali qui a organisé cette marche. C'est l'imam Mahmoud Diko, en tant que leader religieux, qui a appelé tout le peuple du Mali, toutes les forces patriotiques de converger et pour dénoncer cette situation, vous l'avez dit, l'insécurité, le risque de guerre civile et la mauvaise gouvernance qui caractérise la gestion au quotidien de notre pays. Donc du coup, le peuple est sorti pour exprimer démocratiquement, dénoncer cette situation. Donc pour répondre à cette question, après ce rectificatif, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est que la suite logique de l'appel du 10 février. Parce que souvenez-vous que le 10 février, le Haut Conseil islamique du Mali, c'était le Haut Conseil islamique du Mali, on va faire économie de l'histoire, c'était à la volonté du gouvernement à travers le ministère du tutelle, en catimini, de vouloir introduire l'enseignement de l'homosexualité dans notre pays qu'ils avaient démenti et que c'est avéré vrai. Et du coup, le shérif de Nioro et l'imam Mahmoud Diko ont appelé alors toutes les confessions religieuses en disant qu'il y a une grande journée de prière et d'interpellation de qui de droit. Donc à la suite de ça, nous avons eu les commentaires malheureux du chef du gouvernement, Premier ministre Soumelou Boubeye Maïga. On est parti de cela, on a vu les propos qu'il a tenus. Et donc, nous avons compris qu'on confond l'appel du peuple et les propos tenus par certains leaders. Parce qu'un leader, c'est comme un président de la République. Le Mali fait 17 millions d'habitants. Quand vous regardez, les électeurs sont au moins de 2 millions. Mais une fois qu'il est élu, ceux qui l'ont porter leur voix et ceux qui ne l'ont pas fait, il devient le président de tous les Maliens. Donc quand on n'est pas démocrate qui le veut, et si on accepte le principe démocratique, donc les leaders, ce n'est pas les propos qu'ils tiennent, mais la légitimité qu'ils défendent qui doit être prise en compte. Et donc aujourd'hui, au sorti de ces religieux, l'appel, nous avons voulu essayer d'éviter l'amalgame parce que chaque fois on a vu, quand ces hommes se sont mis à parler, on a vu comme une menace des religieux contre la démocratie, comme l'a dit lui-même le Premier ministre, je le cite, alors des forces rétrogrades qui veulent les empêcher d'avancer. Bon, je comprends, mais qui sont les forces rétrogrades? C'est qu'ils qualifient alors de progressistes issus du mouvement démocratique, ils étaient nombreux à cette marche. Donc, du coup, je pense que le peuple a parlé, ce qu'il faut retenir, le peuple est d'accord aujourd'hui qu'il faut un changement. Et ce changement, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de principe. Ce n'est pas la personne de M. le Premier ministre, mais c'est seulement que son incapacité à rassembler le peuple pour aller au-devant et qui pose problème. Parce que ce n'est pas une question d'élection, de mal élu ou bien élu, mais c'est aujourd'hui, on a vu qu'il a montré ses limites. Alors donc, il doit tirer les conséquences. C'est aussi simple que ça. D'accord. Issa Diarra, cette manifestation était interdite, mais elle s'est quand même tenue. Pensez-vous qu'elle était justifiée? Bon, vous savez, nous avons librement, depuis que nous avons en fait le combat du 26 mars de 91 pour la démocratie, nous nous sommes battus pour vraiment une démocratie, pour que tout le monde s'exprime. Pour que tout le monde s'exprime, en fait, dans la légalité, conformément à la loi que nous avons tous votée. C'est vrai, cette marche, c'était une marche qui n'avait pas été autorisée, mais dont les autorités ont eu la sagesse pour vraiment la quiétude, ne pas ajouter de crise à la crise, à souhaiter vraiment accompagner pour qu'il n'y ait pas d'autres problèmes. Mais cela dit, je pense que c'est un précédent dangereux pour tout le monde, parce que nous pensons que respecter les lois, quand on viole les lois, c'est un boomerang. Hein? Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Demain, ça va être d'autres. Si vous créez des précédents dangereux,
Je pense que d'autres le feront à des moments. Et le pays, je pense que c'est une continuité. Par rapport à la marche elle-même... Qu'est-ce qui le rend dangereux? Dangereux, le fait de ne pas respecter la loi, le fait de ne pas respecter le principe de marche, de le forcer. Je pense que dans notre constitution, la loi est permise, mais quand même, il y a des formalités. Je pense que toutes ces formalités ont été plus ou moins violées. Néanmoins, le pouvoir a été sage, a décidé d'accompagner. De toute façon, nous sommes tous des Maliens. C'est Mali, c'est pour nous tous. Donc, quand on viole, je dis, c'est un précédent dangereux, c'est comme un boomerang, ça te revient toujours. Donc, c'est un peu ça. Par rapport à la marche elle-même, bon, moi, je pense que nous avons opté pour la démocratie, mais cette marche-là, le confondre, dire que c'est une marche, le peuple a parlé, je pense que c'est trop. Nous savons comment est composé. C'est vrai que chacun défend plus ou moins ses intérêts. Et c'est tout à fait connu. Les différentes composantes de cette marche, on sait pourquoi, plus ou moins. Mamoud Dicko, c'est vrai, il y a eu un premier apport, un premier meeting au niveau du stade dont l'objet c'était de faire en fait des prières et tout. Nous avons vu comment ça s'est transformé, un truc politique. Parce que pour moi, le rôle d'un imam, ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Le rôle d'un imam, je pense que c'est de conseiller tout le monde. Et chacun se reconnaît dans ce que dit un imam. Il appartient à tout le monde, il ne fait pas de parti pris. Mais nous voyons visiblement que cet homme religieux est aujourd'hui devenu un acteur politique réel et qu'il se déclare à visage découvert. On n'a pas besoin de combat. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, par rapport aux Donc, vous autres, pensez qu'il ne doit pas être un acteur politique? s'il veut le faire, moi, je pense qu'il ne faut pas le faire sous quand même le label religieux. Et surtout, ce qui est dangereux, on dit c'est le haut conseil, c'est les religieux. Est-ce que c'est tous les religieux? C'est Mohamed Dicko. C'est vrai qu'il profite du fait qu'il est le président du haut conseil, et dans le pays, on croit que c'est tous les religieux. Ce qui est tout à fait faux. Maintenant, par rapport à l'opposition qui s'ajoute à cette marche, bon, je pense que c'est de l'amalgame. Soit nous faisons un choix. Nous sommes dans un pays démocratique. Si nous voulons virer à l'islamisme, moi je pense qu'il y a lieu de faire un choix. S'embarquer dans le même véhicule que tout ce que nous avons vu, je pense que c'est terrible. Et par rapport à la chose, à shérif, j'ai beaucoup de respect pour le shérif. Je suis moi-même... D'accord, mais avant de donner la parole à Dr Ali Tunkara, ce qu'il dénonce aujourd'hui, c'est la mauvaise gouvernance, c'est l'insécurité au centre et au nord du pays, c'est, selon Issa Kaoudim, l'incapacité du Premier ministre Soumeïlou Boubèye Maïga à faire face à la situation. Tu sais, ça, c'est quand même pas vrai. C'est-à-dire la gouvernance. On ne peut pas dire qu'on gouverne, qu'il n'y a pas de faute. Non, ça, il ne faut pas se leurrer. Je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui de baguette magique, hein. Le problème que vit le Mali aujourd'hui, je pense qu'il faut que les Maliens prennent de la patience. Personne n'a une baguette magique aujourd'hui pour nous en sortir. C'est seulement qu'on se parle, qu'on se pardonne, qu'on marche la main dans la main. C'est ce qui peut nous faire sortir de là. La mauvaise gouvernance, quelle mauvaise gouvernance? Et j'ai dit, le Premier ministre aujourd'hui, il a fait des efforts terribles. Mais on ne peut pas, un seul homme ne peut pas tout réussir. Avec le gouvernement, le président, ils ont réussi des choses. On a fait une élection dont personne ne pensait qu'on pouvait le réaliser. Aujourd'hui, nous sommes dans les réformes institutionnelles. On est en train d'avancer. C'est vrai, le nord, le centre, le nord est truffé de djihadistes. Ce n'est le souhait de personne, mais le gouvernement fait ce qu'il peut. Moi, j'ai été au Gossagou, le 27. Je sais ce qui se passe. Le problème du Mali, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent à Bamako qui ne savent même pas, connaissent même pas le pays. D'accord, on va y revenir. Dr Ali Tunkara, Issa Kaoudim dénonce la mauvaise gouvernance, l'insécurité au centre et au nord du pays. Et Issa Diarra pense qu'il n'y a pas de baguette magique pour faire face à la gouvernance. Mais est-ce que la situation s'améliore ou est-ce qu'elle se détériore davantage? Bon, avant d'apprécier la situation, je pense qu'il est quand même extrêmement important, à mon avis, de faire un rappel succinct de pourquoi l'émission du religieux dans les champs politiques maliens.
On se rappelle quand même qu'aux ères de l'indépendance, effectivement, le président Modibo Keïta s'était beaucoup réservé à ce qu'il y ait cette présence massive de religieux sur l'échiquier politique. Avec le président Moussa Traoré, on a compris quand même qu'il fallait nouer des relations avec la péninsule arabique. Donc il s'est appuyé sur les religieux afin d'avoir justement, si vous voulez, la confiance avec l'Arabie Saoudite, ce qui nous a permis d'avoir d'ailleurs le deuxième pont, enfin le pont Fahad. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, ce sont les politiques, dans un premier temps, qui ont sollicité les religieux pour des raisons économiques à un moment donné de l'histoire du pays, ou très récemment pour des raisons électoralistes. Avec le président Alpha, on a vu quand même que les religieux étaient quasiment mis sur la touche. Tout a commencé de façon beaucoup plus visible du point de vue politique en 2002, lorsque l'ensemble d'associations d'obédience musulmane ont porté justement leur confiance au candidat Ibrahim Boubacar Keïta lors de l'élection présidentielle de 2002, c'est là qu'effectivement le visage du religieux est clairement affiché dans le contexte malien. Donc c'est pour dire qu'attention, aujourd'hui, ce que nous assistons dans le contexte malien, ce sont les politiques eux-mêmes, par le fait qu'ils peinent à apporter des solutions durables à toutes les demandes sociétales maliennes. Le fait qu'ils peinent justement à asseoir une certaine légitimité, une certaine crédibilité vis-à-vis de l'électorat. Naturellement, ces politiques ont succombé au charme de popularité de certains religieux, au charme justement de l'influence de certains religieux. Maintenant, pour revenir à la question, la situation actuelle, naturellement, je pense que les deux reconnaissent qu'aujourd'hui l'insécurité est gravissime des régions dites nord à celles du centre du pays, naturellement. C'est vrai que des efforts ont été consentis de 2012 à aujourd'hui, mais lesquels efforts quand même peinent à asseoir la quiétude, lesquels efforts peinent justement à apporter des réponses globales, parce que ce sont des efforts qui ne questionnent pas, mon entendement, suffisamment les attentes des populations qui me paraissent aussi légitimes. Fondamentalement, parlant le cas précis du centre du Mali, on sait pertinemment que ce sont des configurations beaucoup plus anthropologiques et politiques. En fait, ce sont des populations, on l'a évoqué à maintes reprises, qui auraient des difficultés liées à l'accès aux ressources naturelles, des difficultés liées à la gestion justement même de la gouvernance locale, et surtout l'épineuse question de l'utilité de l'État. Il ne s'agit pas seulement que l'État soit présent, mais qu'est-ce que l'État apporte concrètement en termes de souffrance sociale. Est-ce que l'État est capable de rendre une justice équitable et égalitaire entre toutes les communautés sans exception? Est-ce que les agents qui incarnent l'État, notamment les forces de défense et de sécurité, ces forces sont-elles capables de rassurer les populations? Ce sont ces questions, naturellement, qui sont peu prises en charge par l'élite politique. Elle ne s'intéresse pas aux causes profondes de l'insécurité, mais plutôt elle s'intéresserait davantage aux conséquences de l'insécurité. Quand on regarde les différentes mesures, la sécurisation des régions centres, à l'amélioration des conditions des militaires, on s'aperçoit quand même que l'éthique chez les militaires, la question de déontologie chez ces différents agents de l'État, ce sont des aspects qui sont à la limite minorés par l'élite politique. Donc je pense qu'il est important aujourd'hui, s'agissant de l'insécurité, de sortir carrément du déni de ces questionnaires sur comment, effectivement, les réponses apportées par l'État ne collent pas aux attentes des populations. Mais s'agissant, effectivement, de cette immixtion du religieux, naturellement, toute la pertinence, elle est là. Est-ce que l'État est-il capable aujourd'hui de réglementer les champs religieux en dépit de toutes ces insuffisances auxquelles il fait l'objet? Ou faut-il, à la limite, s'inscrire dans une sorte de partenariat avec le religieux? C'est ce dilemme qui se pose dans l'État central du Mali. Donc, finalement, pour faire simple, l'État a finalement voulu opter pour une sorte de partenariat avec le religieux. N'oublions pas non plus que ces religieux, il y a quand même des dissidences internes. Et quand on regarde l'ossature même de la marche, on s'aperçoit quand même que, même s'il n'y a pas d'appartenance idéologique, il y a quand même des accointances personnelles qui expliqueraient le pourquoi le chef du quoi, Cheikh Haïdara de Nioro, effectivement, arrive quand même à drainer une foule, il ne faut pas le nier, dans une démocratie également, qu'on soit d'accord avec la légitimité ou pas de la marche, mais la foule qui est derrière du point de vue numérique questionne tout bon démocrate. Donc c'est pour dire qu'attention, il est important de quand même prendre cela au sérieux, au-delà de ces hommes et des femmes qui ont quand même répondu à l'appel sans qu'ils ne perçoivent des sous, contrairement à des foules qu'on pourrait qualifier de politiques. Ce sont quand même des hommes et des femmes qui croient ce qu'ils font, qui croient à la légitimité de la marche. Donc je pense que quand on est aux commandes, il n'est pas, effectivement, je rejoins M. Diarra, pour dire qu'effectivement, la question quand même du fossé entre les religieux et les politiques au Mali, c'est pas évident. On ne sait même plus finalement ce qui est du religieux, ce qui est du politique.
qui connaît aujourd'hui quand même, quand on s'intéresse très rapidement à l'orthodoxie musulmane, on s'aperçoit quand même qu'effectivement, un rôle essentiel que doit jouer un religieux, ça s'appelle justement la paix. Pour rappel, l'histoire des pharaons, qui s'est quand même autoproclamé le Seigneur, mais Dieu a demandé à des envoyés justement de l'adresser la parole de manière la plus douce possible. Hein? Il insiste dans le Coran de l'adresser effectivement avec sagesse, avec douceur. Donc, quand on sort un peu de ces carcans, douceur, de ces carcans justement, message de paix naturellement, ça rend confus le message initial confié aux religieux. D'accord. Issa Kaoudjim, vous avez marché vendredi. Qu'est-ce que cette manifestation a changé? Avant de répondre, je veux qu'il connaisse un équilibre de temps de parole. Vous allez laisser les gens parler, aller ailleurs et revenir. Donc vous me laissez parler. Allez-y. D'abord, mon frère de l'ASMA, c'est normal qu'il défend son premier ministre, c'est de bonne guerre. D'abord, la faillite du mouvement démocratique, ce n'est pas les religieux. C'était un fait évident. Si les chefs de file de l'opposition, et puis les autres, les Tchébélé, les Muntaga, tous viennent derrière l'imam Mahmoud Dicko, les démocrates, soi-disant démocrates, n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes. Ils ont pillé le pays, ils ont détruit le pays, ils ont amené le pays au bout du gouffre. Ça, ce n'est pas avec les religieux. Ce n'est pas les religieux qui votent les lois, ce n'est pas les religieux qui déterminent le budget, ce n'est pas les religieux qui font le programme de vision du gouvernement, etc. etc. Et au Mali, c'est l'un des rares pays où le religieux n'a pas un statut. Donc du coup, je pense que c'est vraiment un faux alibi. Et parlant de l'immixtion, moi je préfère vraiment qu'on soit plus sérieux dans l'approche. En 2002, le collectif qui a demandé à soutenir Ibeka, c'était ce même l'imam Mahmoud Dicko. qu'il est venu en désert, on a volé, Alpha a fait, Boubé était à la sécurité d'État. N'est-il pas donc non, responsable de la situation? Non, vous me laissez parler, vous allez laisser les autres parler. J'ai posé des questions. Non, laissez-moi finir. Moi, je parle pour l'opinion, pas pour vous. J'ai posé des questions aux autres vous me laissez finir. D'accord, mais vous me laissez finir. Est-ce que ça ne fait pas de lui un responsable de la situation? Si vous me laissez finir, l'opinion va comprendre. Allez-y. Si vous êtes là pour les défendre, je m'en vais. Pas du tout. Alors, je pose seulement des questions. Vous me laissez alors, parler, s'il vous plaît. Tout ça, ça me prend du temps. C'était en 2002. Ce collectif a soutenu Ibeka. Un démocrate, s'il s'est dit, il avait dit, je n'ai pas besoin de religieux pour que je vienne aux affaires. Et on a vu, il avait gagné les élections. Il a fallu l'intervention de Bongo pour lui payer, rembourser ses sous, trouver un compromis avec Amadou Touré pour qu'il soit le président de l'Assemblée nationale. Donc déjà, ça n'a pas commencé à cette période. Et les gens parlent de Bouye, mais c'est les Bouye, les mêmes Dicko qui ont appelé tous les musulmans à voter pour Ibeka. Il a été intronisé à Nioro, j'étais là. Ibeka n'a pas dit non. Ibeka était à la mosquée, il a pris la parole en tant que président de la République pour dire que s'il fait une erreur, une faute, si les religieux qui l'ont élu ne se lèvent pas pour dire non, alors il a dit en Bambara, je cite, je ne vous pardonnerai pas, Dieu va vous demander. En tant que président de la République, je n'ai pas vu Asma Boubé dire pourquoi il a fait ça. Maintenant, parce qu'il est aux affaires, c'est même Boubé qui a fait sortir Ibeka de l'ADEMA, qui l'a fait sortir de la primature, qui voulait même l'enfermer ici. Il a été obligé de fuir. Et c'est même Boubé va nous dire quoi? On se connaît tous, on est des Maliens. Je reviens à la même question. Je reviens à la même question. Finir, ou bien je m'en vais? Je reviens à la même question encore. Est-ce que ça ne fait pas de Ibeka et... Moi, j'ai laissé les autres parler, tu me laisses parler. On fait un débat pour l'opinion, pas pour votre studio. Non, pas du tout. Mais est-ce que ça ne fait pas de Dicko et Boubé des responsables de la situation, vu qu'ils ont appelé les Maliens à voter? L'opinion jugera. Mais répondez, j'ai que poser des questions. Un débat, c'est de poser des questions. Non, d'accord, mais vous coupez. Vous ne me laissez pas finir la phrase, vous coupez. Il y a une technique de poser des questions. Il y a une technique vous n'allez pas m'apprendre les techniques de poser des questions. Mais si c'est ça, je suis en train de vous dire. Non, je vous apprends parce que vous me coupez la parole. Vous ne pouvez pas m'apprendre cela. Est-ce que ça ne fait pas de Dicko et Bouye des responsables de la situation? S'il vous plaît, Monsieur Diarra, Monsieur Diarra, la police du débat. Monsieur Diarra, il va. Monsieur Diarra, de retirer ce que vous avez dit. Monsieur Diarra, il va juste répondre à la question. Non, moi je ne vous ai pas insulté. Vous n'êtes pas n'importe quoi, vous n'êtes pas me dire n'importe quoi. Moi je ne suis pas un salaire de vous. Non, respectez les gens, soyez respectés. C'est cette arrogance qui a fait que vous avez échoué. Monsieur Diarra, c'est une arrogance. Mais moi, vous avez le temps de dire que c'est pas vrai. Monsieur Diarra, vous avez le temps de dire que c'est pas vrai. S'il vous plaît. Mais n'insultez pas les gens. Monsieur Diarra, vous n'avez pas la parole. Monsieur Diarra,
vous n'avez pas la parole. Voilà. Monsieur Jim, Les Maliens ne sont pas bêtes, s'il vous plaît. on connaît les intérêts de tout le monde. Vous êtes là pour ces mêmes Maliens. C'est pour ça qu'ils sont contre votre PM. Alors, monsieur Jim, je vous pose la question maintenant. vous écoute. Est-ce que ça ne fait pas de Mahmoud Dicko et Bouye des responsables de la situation parce que, vous le dites, ils ont appelé à voter pour Ibrahim Boubacar Keïta? Alors, vous avez fini? Répondez. Dans une démocratie qui se respecte, fait des statuts. Le juge ne peut pas appeler à voter, ne peut pas créer un parti politique parce qu'il a un statut. On est d'accord? Le mouvement démocratique de sa naissance aujourd'hui, qui a pillé, volé, détruit ce pays, c'est eux qui votent les lois à l'Assemblée nationale. Il y a eu 2002. Pourquoi ils n'ont pas dit qu'il faut un statut pour les religieux? Ceux qui veulent faire politique, voilà les statuts. Ceux qui veulent rester à la mosquée, voilà les statuts. Ils ne l'ont pas fait. Quand Ibeka lui-même qu'il est venu aux affaires par l'intrusion de ces mêmes religieux, pourquoi les députés n'ont pas dit qu'il faut un statut? Ils ont un statut pour le chef de file de l'opposition. Donc on arrête d'instrumentaliser les gens. Nous sommes intellectuels comme eux. Ce qu'ils sont habitués à faire, c'est servir de la démocratie, piller les biens de l'État, s'enrichir sur le dos de l'État et maintenir les gens dans la misère et dire que ce n'est pas avec des baguettes magiques. Mais personne n'allait vous chercher. C'est vous qui dites que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, mais rendez le tablier. C'est aussi simple que ça. Donc, pour répondre à la question suivante, qui est qu'aujourd'hui, je suis d'accord avec M. Diarra sur un seul point. Aujourd'hui, il faut aller au-delà de nos récriminations de voir le Mali. Le Mali, nous sommes d'accord. Personne seul ne peut faire le Mali. Alors, il faut rassembler. Il faut rassembler tous les Maliens autour des objectifs pour relégitimer l'État, pour donner une feuille de route et pour faire en sorte que, aujourd'hui, la crise, elle est multidimensionnelle. Et à l'interne, en disant les religieux ne s'attendent pas, mais qui s'attendent? Le ballon, on ne joue pas le ballon ici, ça, c'est pas les religieux. Les syndicats sont dehors, il n'y a pas d'école, ça, c'est pas les religieux. Les magistrats ont fait plus de 3 mois ici dehors, ça, c'est pas les religieux. Quand les Touaregs, une minorité de Touaregs à Galop, quand ils ont tué, hier, le vendredi seulement, quand on a célébré l'Azawad, ce n'est pas les religieux. Et puis, parlant de marche, on n'a pas besoin d'autorisation, c'est un droit constitutionnel. On doit faire juste une déclaration juridique. Et vous n'avez même pas fait ça. Et vous savez quel accord j'ai eu avec le PM? Quel est l'accord? Mais moi, j'ai les copies ici. Moi, je ne parle pas dans le... Parlez-nous de cet accord. Vous avez eu un accord avec le PM? On a eu un accord. C'était quoi? L'accord qui nous a permis de faire la marche en échange qu'ils enlèvent tout ce qu'ils avaient amené pour intimider les gens. C'était quand? Il y a eu un accord que moi j'ai signé PO. On n'est pas sorti comme ça, nous sommes des légalistes. C'était avant que le gouverneur n'interdise la marche ou après? Le gouverneur n'a pas le droit d'interdire, c'est ça le problème. Le gouverneur n'est pas le peuple. C'est le peuple qui est souverain, pas le gouverneur. Parce que nous sommes que cet arrêté-là, c'est une manière de mettre les gens dans une situation où ils ne peuvent pas exprimer leurs droits constitutionnels. Il fallait braver ça. Et ils ont fait descendre Moussa Traoré ici. C'était un pouvoir. Ils ont fait tuer les enfants ici pour faire descendre Moussa Traoré et dire que c'est la démocratie. Mais la démocratie nous amène à quoi? Au mensonge, au vol et aux tricheries politiques. Et pour finir, avant de donner la parole, pour finir, il va répondre. C'est l'opinion qui écoute. Pour finir, mais nous avons vu ici en 2014, parlons de la gouvernance. Ce n'est pas Ibrahim Boubacar Keïta qui a dit l'année 2014, c'est l'année de la gouvernance. Et ça a été l'année de toute la mauvaise gouvernance. Ça, ce n'est pas les religieux. Donc, pour finir, moi j'ai fini. S'il a des arguments pour dire ce que j'ai dit... D'accord. Issa Diarra, vous dites que ce n'est pas normal que les religieux fassent la politique. Mais est-ce que ce n'est pas ceux qui gouvernent aujourd'hui qui ont appelé ces religieux à faire de la politique? C'est vrai peut-être qu'à des moments donnés, parce qu'en fait, les religieux, quand même, ils sont des citoyens. C'est vrai qu'à des moments donnés, là où ils peuvent apporter leur appui, souvent peut-être que là, ça a été fait. Mais... je crois vraiment que certains ont dépassé les bornes. Mais c'est difficile quand même de demander à quelqu'un de rentrer avec un pied et de laisser l'autre derrière. D'accord, je suis d'accord. Attends. Et moi, je vais répondre à certaines questions. Parce que par rapport, il a dit, vous avez mis la démocratie, vous avez pillé, vous avez fait ceci. Je ne dis pas que la démocratie c'est une fin en soi, que tout est bon. Mais on ne peut pas nier aujourd'hui que la démocratie a amené beaucoup de choses. C'est ce qui les a permis de marcher sans permission. C'est parce qu'on est en démocratie. Donc, vraiment, croire que la démocratie est venue et qu'il n'y a que des coups, vraiment, ça, il faut arrêter. On va pas faire le bilan de la démocratie. Maintenant, par rapport à piller, il dit qu'ils ont pillé. Mais tu sais, disons-nous la vérité, vous ne pouvez tromper personne. Ces marches, ce n'est pas pour le pays, c'est des intérêts personnels. Du coup, on sait pourquoi. On sait les raisons. Qui n'a pas pillé, avec tout le respect que j'ai pour le shérif,
Qui pille plus que lui? Dans Depuis cas, que le pays est qu'est-ce payé, qui n'a pas il a marché, payé M. quoi? Diarra? Donc ne parlons pas de ça. Excusez-moi. Non, moi je ne veux... Monsieur Diarra, Monsieur Diarra, qu'est-ce Oui. qui n'a pas marché pour que des personnes qui ont soutenu le pouvoir dénoncent aujourd'hui ce même pouvoir? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. C'est ces mêmes personnes, Bouye, Mahmoud Diko, ont appelé pour que les Maliens votent pour Ibrahim Boubacar Keïta. Aujourd'hui, c'est le même Mahmoud Diko qui appelle les gens à marcher contre une mauvaise C'est le gouvernance. jeu de- Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, je pense que ce qui n'a pas marché, pose la question à Diko, ce qui n'a pas marché. C'est vrai que c'est eux qui ont soutenu Ibeka en 2013. Et cette année, ils n'ont pas soutenu, nous avons passé. C'est ce qu'eux, ils n'arrivent pas à gober. Parce que pour eux, c'était eux qui l'ont fait. Au-delà d'eux, il y a Dieu. Ceux qui sont en train de nous combattre aujourd'hui, qui sont en train de marcher dans la rue, c'est eux qui nous ont combattus parmi les élections. C'est soit des mauvais perdants, et soit des gens qui cherchaient des choses qui ne l'ont pas eu, qui disent la vérité. Ce n'est pas un souci du Mali, ce n'est pas parce qu'on a besoin de sécurité, c'est pour eux-mêmes. Les Maliens ne sont pas dupes. Les Maliens ne sont pas dupes. Mais c'est quand même des Maliens qui ont manifesté aussi. Les Maliens ont manifesté. Ceux qui ont manifesté, vous croyez qu'ils sont plus nombreux que ceux qui sont chauds? Ça, là, tout le monde peut le faire. Il ne faut pas qu'ils croient que la majorité silencieuse, là, ils sont plus nombreux. Ils se trompent. Mais c'est quand même vrai. C'est des Maliens. Et en tant que gouvernement, le gouvernement doit en tirer les leçons. Parce qu'on ne gère pas que ses propres militants. On gère tout le monde. Donc on écoute les gens. Mais le combat, il ne faut pas se tromper de combat. Beaucoup de ces gens sont dans leur agenda personnel. Le problème de la crise, la mauvaise gouvernance dont on parle, je ne dis pas, parce que dire que tout ce que je fais est bien, je pense que là c'est trop. Mais aujourd'hui, des efforts ont été faits. Ils parlent de pillage. Moi, c'est pas parce que c'est mon premier ministre, non. Moi, je connais la pensée de Soumelou par rapport à ça. Et cette année, il a pu faire une réserve de 14,5 milliards. Il a coupé sur le carburant, sur les produits alimentaires, sur tout. Et son souci, c'est quoi? Il me dit, je ne peux pas laisser que des gens au centre ne puissent pas manger une seule fois dans la journée et que d'autres fassent des dépenses faramineuses. Je ne peux pas l'accepter. Et je ne peux pas laisser ces anciens avec les 14 milliards. Et je continuerai à chercher là où on peut encore avoir des ressources. Au même moment, la situation humanitaire devient de plus en plus inquiétante. Au même moment, l'insécurité est dénoncée de partout, du nord au centre. Et vous dites que la situation s'est améliorée. Non, la situation s'est améliorée. Moi, j'ai dit, la situation s'est améliorée et on ne peut pas le nier. Mais le problème, c'est quoi? Le problème de l'insécurité au centre, c'est difficile. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre peut-être un soldat ou bien des soldats dans chaque village. Quelle que soit la vigilance, ça va t'échapper. Vous êtes en train de dire Et que ça, c'est l'État clair. aujourd'hui n'a pas les moyens de sécuriser le Mali. Non, ce n'est pas l'État. Aux États-Unis, on en fait. Il y a des tueries. Partout. Personne n'est totalement en sécurité. Personne n'est totalement en sécurité, mais je sais. Mais les le gouvernements ministère de semblent la être Défense- mieux en sécurité que le Malien lambda. Pardon? Les gouvernements semblent être mieux en sécurité que le Malien lambda aujourd'hui. Non, mais écoute, ça dépend de là où on se trouve. C'est vrai que nous qui sommes à Bamako, on est moins exposés que ça dépend de sa position géographique. Mais nous avons un pays très vaste. Mais est-ce que ça doit être le cas? Est-ce que Non. tous les Maliens ne doivent pas Tous bénéficier les Maliens de la même bénéficient et sécurité? le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour mettre tout le monde en sécurité. C'est vrai ça échappe. Il y a des choses qu'on ne peut pas toujours, on ne peut pas tout maîtriser. Mais dire qu'il n'y a pas d'effort, ah non, c'est pas vrai. Il y a des efforts. C'est pas suffisant. Mais il y a des efforts. D'accord. Docteur Ali Tunkara, est-ce que la situation échappe aux autorités aujourd'hui? Naturellement, la situation réelle échapperait à l'élite politique, elle peut ne pas l'admettre. Quand on s'efforce d'établir un bilan objectif, de 2012 à aujourd'hui, des régions nord à celles du centre, on s'aperçoit quand même que les réponses apportées sont loin de combler les attentes légitimes des populations. Pour ce faire, effectivement, il est important que les gouvernants d'aujourd'hui acceptent de se remettre en cause et surtout de sortir du déni. Je pense que
Très souvent, je me demande si ne sommes-nous pas dans deux Mali. Un Mali officiel et un Mali réel. Dans le Mali officiel, effectivement, tout est rose, tout se passe bien. Mais dans le Mali réel, quand vous allez à l'intérieur du pays, vous allez quand même vous rendre compte que, moi je vais même très loin, on est même sous tutelle du point de vue sécuritaire. Il faut que je l'explique en toute clarité. Vous allez à partir de la région de Mopti jusqu'à Kidal, de voir l'état dans lequel les populations sont angoissées quant à leur sécurité, c'est de leur bien naturellement, et la manière dont les forces étrangères apportent l'offre sécuritaire, vouloir dire que sommes-nous dans un état qui soit capable de répondre à cette offre sécuritaire, difficilement on pourra avancer une telle hypothèse. C'est vrai, il ne faut pas quand même aussi les nier d'office. Des efforts ont été entrepris, mais lesquels efforts restent très en deçà de nos attentes légitimes. Je pense fondamentalement, certes, le quinquennat actuel a trouvé l'insécurité, il faut quand même le rappeler. Ce n'était pas eux qui étaient aux commandes en 2012. Mais j'ai la ferme conviction que ceux-là qui ont négocié l'avenir des forces étrangères, ils ne s'étaient pas inscrits dans la durée. Ça a rendu beaucoup plus complexe aujourd'hui la présence des forces étrangères à l'élite actuelle. Qu'à cela ne tienne, je pense fondamentalement aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe notamment dans la région de Mopti, de 2015 à aujourd'hui, et de voir ce que l'État nous propose en termes de stratégie, naturellement, si ce sont des stratégies, elles peinent à avoir un ancrage. Parce que avec l'émergence de toutes ces milices, qu'elles soient Dogon ou qu'elles soient Peul, ce sont ces mêmes milices aujourd'hui qui sont même plus puissantes que l'État central. Je le disais tantôt, le président Ibeka avait quand même, il avait des intentions qui étaient louables à l'entendre, surtout notamment toutes ces dynamiques de lutte contre la corruption. Je trouve que la corruption, pour reprendre une des élites politiques, elle est même plus grave que l'insécurité. Je pense qu'à ce niveau, le pouvoir actuel, en toute objectivité, n'arrive pas du tout à lutter contre la corruption, parce que ce pouvoir lui-même demande des efforts aux autres, mais il ne veut pas que lui-même soit enclin à les consentir. Comment vous allez demander aux autres de faire des efforts sur le plan financier? Vous demandez aux autres de se contenter. Dans le même temps, vous-même, vous vivez en toute opulence. Il y a quand même matière à problème. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, ni le religieux, parce que c'est quand même, il faut aussi le rappeler, c'est que les religieux reprochent aujourd'hui à l'élite politique, effectivement, ce sont ces mêmes religieux qui sont au cœur des mêmes reproches aussi. S'agissant des pratiques collectives, l'élite religieuse malienne, elle est quand même traversée par la corruption, naturellement. Quand on regarde le train de vie de certains religieux et de s'intéresser aux avoirs légitimes de ces religieux, là, il y a matière à problème. Et l'islam, quand même, demande non seulement de travail, mais de le faire convenablement. Elle est ticane de le faire convenablement. Or, quand on regarde beaucoup de nos chefs religieux, on ne sait même pas ce qu'ils font officiellement, là, ça pose problème. Quels sont les revenus légaux aussi obtenus au regard de ce qu'ils... au regard de leur terrain de vie, en termes de locomotion, en termes de toutes ces vies-là somptueuses, je pense qu'au nom de l'orthodoxie musulmane, il y a des soucis. Quand on prend l'élite politique également, et la comparer à l'écrasante majorité de la population, le fossé il est énorme. D'accord. Alors, Issa Kaoudim, quelle est la prochaine étape? Vous avez parlé de la réaction de Soumeylou Boubé Maïga. Est-ce que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, compte vous rencontrer? Bon, ça, je ne dévoile pas un secret. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a sollicité rencontrer les confessions religieuses à 19h, donc j'y serai, Inch'Allah. Je pense qu'avant d'aller à la deuxième partie de la question que vous posez, je voudrais juste pas polémiquer, mais juste pour clarifier. On est des Maliens, on va se comprendre. D'accord. Je pense que pour un homme politique, je ne trouve pas ça décent de voir tout ce monde qui est sorti le vendredi, de les insulter. C'est insulter. Parce que ce n'est pas une foule. Voyez-vous, les commerçants, tout le monde sait un commerçant qui ferme son magasin. Même les dimanches, c'est des gens souvent qui vont au marché. On fermé leurs magasins. Allez vérifier les images. Au grand marché et du marché d'Ividani partout pour venir. Ils n'étaient pas exposés à l'insécurité, sinon ils allaient fermer pour aller à la maison. Je pense qu'un homme politique, s'il se dit respectueux des valeurs républicaines démocratiques, doit se poser la question du pourquoi
Parce que 2 hommes, leaders religieux, il y a combien de leaders religieux au Mali? Et je l'ai dit ici, d'éviter l'amalgame, l'imam Mahmoud Dicko n'a pas appelé. On a dit que c'est parce qu'au nom du Haut Conseil. On verra. Dans 20 jours, il n'est plus le président du Haut Conseil. On verra. Si c'est sa crédibilité ou si c'est le Haut Conseil, parce que certains pensent qu'ils utilisent le Haut Conseil islamique pour faire de la politique. Donc ce mandat va finir dans 1 mois, jour pour jour. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'homme politique qui se dit des républicains démocrates fasse sa propre mea culpa. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est dire que les religieux, comme l'a dit M. Tounkara, leur terrain de vie, etc., ça c'est un autre débat, je ne rentre pas. Mais je pense que l'État, d'abord, doit son propre porte-monnaie, le fonds de l'État. Quand il dit que le Premier ministre a fait un effort de 14 milliards dans un pays qui a un budget de plus de 2 000 milliards, alors que le budget de la présidence, il n'y a pas eu de coupe, le budget de la primature, d'ailleurs, même a doublé, et qu'ils viennent, l'Assemblée nationale, on leur donne de l'argent. D'accord. À la rencontre avec Ibeka, qu'est-ce qu'il fait? Lui, quand il venait, quand Moussa Mara était là, son portefeuille de sous de qu'on appelle le jeton, c'était 26 millions. Il a combien le PM aujourd'hui? Nous, on est renseignés aussi, on a infiltré ce système. Donc moi, je pense que c'est un faux débat. Le terrain de vie, les parcs automobiles, leurs frais de mission, rien n'a changé. À la présidence, c'est 20 milliards. À l'Assemblée nationale, c'est 15 milliards. Au gouvernement, rien n'a changé. Donc, je rejoins l'intellectuel quand on a l'impression qu'il y a 2 Mali. Le Mali officiel où on veut faire de la communication, non, tout va bien, c'est des gens qui ont des agendas. Il y a des leaders politiques et des leaders religieux. Qui ont des agendas personnels, ils font de la politique, ils veulent nous enlever là. Non, on va vous enlever là. Le pays ne vous appartient pas, mais démocratiquement. Nous, on n'est pas des pushistes, on n'est pas des sanourous. On va vous enlever là. Le pays, ce n'est pas pour vous. Mais on va le faire dans l'art. Nous avons fait le 10 février. Il nous a traités d'un regroupement bizarre, malicieux, hybride, tout ça. D'abord, il n'a pas respecté ses propres respects religieux. Si vous respectez les gens, ils vous retournent la monnaie. D'accord, il nous reste 10 minutes. 10 minutes. Ouais, maintenant, juste pour les solutions. Vous avez déjà parlé de la rencontre. La suite, voilà. L'étape suivante. L'étape suivante, c'est un processus politique. Le processus politique, c'est quoi? Aujourd'hui, le peuple a parlé. Il dit que non, ce n'est pas le peuple. Mais j'espère qu'il n'y aura pas une 3e sortie. Parce que ce qu'il ne sait pas, les missionnaires qui sont venus voir l'imam Dicko, à qui j'ai l'honneur et le privilège de porter ses propos, dire qu'il a entendu que l'imam dit chaque vendredi va être là, s'il n'y a pas revendication, il n'y a pas satisfaction. Qu'il demande à l'imam Dicko vraiment de surseoir à ça et d'aller à une négociation. On est tous des Maliens. L'imam dit qu'il n'y a pas de problème. Moi, Ibrahim Boubacar Keïta, c'est un frère à moi. Boubé, je le connais plus de 30 ans. Il y a des choses que je ne vais pas dire ça. Mais donc, pour lui, il n'y a pas de problème. Et si on peut trouver une formule, une négociation, et qui permet à tout un chacun de prendre en compte le souci des autres et qu'on aille de l'avant. Parce que si on pense que, bon... Quelle sera votre position dans les négociations? Notre position, ça ne change pas. Boubé va partir. Mais si Ibeka pense que Boubé ne va pas, que c'est lui le président, on prend acte. On continue à mettre la pression. C'est si simple que ça. Ça, c'est démocratique, ça. Maintenant, quand il nous traite de tous les mots d'Israël, c'est libre, il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas des casseurs, on n'est pas des badauds, on ne va pas brûler, on est des responsables comme eux. Nous aimons tous ce pays, mais nous n'avons pas les mêmes lectures de la situation. Pour nous, le problème aujourd'hui du président Ibrahim Boubacar Keïta, c'est son Premier ministre. Il a usé beaucoup de Premiers ministres. Si un Premier ministre ne peut pas rassembler, qui divise pour régner, alors qu'on est dans une situation où on a besoin d'un homme pas fort, mais un homme efficace, qui met tous les Maliens en mission pour le président, qui rassemble tout le monde et pour qu'on puisse aller de l'avant. C'est le seul point où je suis d'accord avec lui. Maintenant, s'ils veulent garder leur PM pour ses intérêts, bon, là... Moi, je pense que ces déclarations, ça n'engage que lui. Donc Boubé va rester. De toute façon, nous, on est venus pour servir personne éternel. Chacun fait sa part. Ce pays, il faut regarder l'histoire politique. Je pense que tous ceux qui sont venus de Modibo jusqu'à... Je pense qu'il y a eu des reproches à tout le monde. On n'est pas complet. Je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que Boubé fait ce qu'il peut. On ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est le président qui décide que Boubé parte ou qu'il ne parte pas. C'est lui qui décide. D'accord. Sur Facebook, il y a Tarek Koulibaly qui demande pourquoi le PM, à chaque sortie des manifestants, il les traite d'hybrides et de théâtralisation. Pourquoi ne cherche-t-il pas à dialoguer avec ces manifestants? C'est par rapport à la position de Mahmoud Dicko, qui est un leader religieux et qui prend des postures politiques. Ah, donc c'est un combat entre Mahmoud Dicko et Boubé? Non, en fait, le qualificatif, c'est un peu par rapport à ça.
Parce qu'en fait, il y a la différence, on doit faire la différence politique. Mais aujourd'hui, c'est des acteurs politiques, on se demanderait, est-ce qu'ils sont religieux, est-ce qu'ils sont politiques? C'est l'aspect hybride. Pourquoi ce combat entre les deux? L'un voudrait-il la place de l'autre? Qui ça? Entre Mahmoud Dicko et chose? Peut-être qu'il faut poser la question à Mahmoud Dicko, mais je sais aujourd'hui qu'il est dans une position politique. Maintenant, ce qu'il veut, il faut lui poser la question. Mais quand même, les gens ne sont pas aveugles, les gens voient, et c'est tout. Donc moi, en tout cas, dire que vous allez la négociation, je pense que le Premier ministre Soumeylou n'a jamais fermé les portes. Nous sommes aujourd'hui dans la réforme institutionnelle, il y a un cadre de concertation où tout le monde est plus ou moins représenté et tout le monde peut dire tout ce qu'il veut. Moi, je pense que si eux, ils n'ont pas de... Je ne sais pas, s'ils ont en tout cas un cahier de revendication, ils ont posé un cahier de revendication, je ne sais pas. Eux, c'est seulement dire qu'il y a mauvaise gouvernance, c'est facile de critiquer. Et la corruption, c'est ça. Moi, très sincèrement, j'aurais souhaité qu'il y ait des trucs tout à fait concrets. Qu'on dit, voilà, Soumeylou a fait ça. Ou bien, il y a ça, ça ne va pas. Mais je pense que c'est des déclarations trop vagues, à mon avis. D'accord. Que faut-il comme solution aujourd'hui, Dr Ali Tounkara? Alors, très concrètement, que les deux parties acceptent de corriger les lacunes en elles. De part et d'autre, il y a vraiment des insuffisances à revoir. Mais fondamentalement, ceux qui sont aux commandes aujourd'hui, il faut qu'ils acceptent qu'effectivement, les engagements qu'ils ont pris devant l'électorat malien, ce sont des engagements qui peinent à être honorés. Ça, c'est une certitude. Qu'on soit à Bamako ou qu'on soit à Kidal, cela est indéniable. De la même manière également, lorsqu'on veut prêcher l'orthodoxie, il faut quand même l'exercer sur soi-même d'abord. À ce niveau, en toute franchise, nos leaders religieux aussi ont beaucoup de choses à répandre, au nom même du référent musulman. Moi, je ne vais pas rentrer parce que quand on veut dialoguer avec un religieux, l'arme la plus redoutable, c'est de puiser dans les textes sacrés. Et quand on puise dans les textes sacrés, dans le contexte malien, franchement, je me pose la question, allons-nous vers un nouvel islam ou qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce que sommes-nous dans les mêmes textes que le prophète de l'islam nous a proposé? En tout cas, il y a vraiment des choses à revoir, à corriger sérieusement chez l'élite religieuse malienne. De la même manière également, en dernière instance, moi je pense que ce ne sont pas Cheikh Dicko ni Cheikh Haïdara qui sont aux commandes aujourd'hui. Le dernier mot revient quand même à l'élite politique aujourd'hui. Franchement, elle peine à apporter des réponses satisfaisantes. Si l'élite politique était en mesure de satisfaire toutes ces souffrances, et naturellement, l'appel à manifester n'allait même pas être lancé. Donc c'est pour dire qu'effectivement, ce sont des lacunes aussi observables dans le champ politique qui expliqueraient le pourquoi de cette légitimation qu'ont aujourd'hui un certain nombre de leaders religieux, en dépit des insuffisances auxquelles ils font l'objet, mais ce qui est quand même un peu inquiétant, certains l'évoquent. D'accord, 30 secondes pour chaque invité tout de suite. Je vous donnerai vos 30 secondes tout de suite. À vous, la question c'est, est-ce qu'à la fin du mandat de Mahmoud Dicko, peut-on le considérer désormais comme un homme politique? C'est ça la question, mais j'ai le choix. C'est la question. C'est la question. Chacun aura une question. Est-ce qu'on va considérer Mahmoud Dicko comme un homme politique? Je ne réponds pas à ça, je laisse les gens dire ce qu'ils pensent. Mahmoud Dicko est un citoyen, il est libre de faire ce qu'il veut. Il n'y a aucune loi en République du Mali qui l'interdit de faire ce qu'il veut. Maintenant, d'accord. Est-ce que Issa Diarra, est-ce que Soumeylou Boubèye Maïga va partir si les Maliens le demandent à travers ces manifestations-là? Moi, je pense que Soumeylou Boubèye Maïga ne s'est pas mis là lui seul, c'est le président qui a mis. Donc seul le président le fera partir par les manifestations des Maliens. Alors, docteur Ali Tounkara, est-ce que vous pensez que les autorités maliennes aujourd'hui peuvent trouver une solution à cette situation? Le peuvent si elles acceptent de se soustraire du dictat, il ne faut pas les nier non plus. On est quand même un peu sous tutelle. On peut ne pas la mettre à tout le bas, mais du point de vue analytique, c'est une évidence. Mais dans le même temps, je pense que l'habillage religieux pour injecter un homme politique dans un élan démocratique, c'est aussi inquiétant au nom même aussi des fondamentaux de la démocratie, au nom même aussi des fondamentaux des institutions sécularisées. Je pense que fondamentalement, il faut chercher un équilibre, avoir un dialogue substantiel entre les deux acteurs. Marche contre la mauvaise gouvernance et l'insécurité. Qu'est-ce qui va changer? C'était le thème du grand dialogue de ce soir. Merci à nos invités. Issa Kaoudim du Haut Conseil islamique, Issa Diarra, représentant du parti du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, ASMA CFP, et Dr Ali Tounkara,
sociologue, professeur à l'Université de Bamako. À la mise en onde, Mamadi Keïta, régie vidéo assurée par Nouhoum Djire. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba.